C'est en 2016 que débutait le projet ACOSME, Appui au continuum santé mère-enfant, qui est réalisé en consortium avec le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, et qui se réalise en partenariat étroit avec la Direction départementale sanitaire du Nord, ainsi que le ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti. Donc, ce projet est financé par Affaires mondiales Canada. Je tiens également à souligner que l'Université de Montréal a une déclaration de reconnaissance des territoires autochtones. Donc, on souhaite rendre hommage aux peuples autochtones qui étaient là bien avant nous, ainsi qu'à leurs descendants. Donc, sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter nos invités et je commence par le docteur Jean-Patrick Alfred, qui est le directeur de l'unité d'études et de programmation au ministère de la Santé publique et de la population. Il est responsable de la gestion de la mise en place du système d'information sanitaire, du volet économie de la santé et de la gestion de la coopération externe. Dr Alfred est diplômé d'une maîtrise en administration de la santé. Donc, Dr Alfred, Jean-Patrick, bienvenue. Je vous remercie de vous être libéré car en ce moment même, nous intronisons en Haïti le nouveau ministre de la Santé. Alors, c'est tout un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. Isabelle Fernandez, bonjour. Elle a réalisé un stage avec nous au Cap-Haïtien dans le cadre du projet et son stage portait sur la gestion de l'hygiène menstruelle auprès des adolescentes en milieu scolaire. Donc, elle aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Elle termine en ce moment ses études de deuxième cycle à la Faculté des sciences infirmières. Donc, Isabelle, bonjour. Docteur Rose Franchespierre travaille à l'USI depuis bien des années. Nous n'en sommes pas à notre premier projet, n'est-ce pas? Alors, depuis 2016, elle assume les fonctions de chef de projet. Elle a également une maîtrise en administration de la santé de l'ESPOUM. Alors, Rose, bienvenue, c'est toujours un plaisir. Peut-être en introduction, Rose, j'aimerais que tu nous présentes un peu le projet dans ses grandes lignes, quelques spécificités et des retombées également. Je te laisse la parole. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec des gens bien connus, des gens qui partagent la même vision de renforcement du système que moi. Et c'est un plaisir de partager des informations par rapport à ce projet, un projet qui nous tient à cœur d'ailleurs, que nous aimons. C'est le projet ACOSME, Appui au continuum de santé mère-enfant. Tout d'abord, j'aimerais prendre l'opportunité de saluer toutes les personnes qui font partie de cette dynamique équipe et qui font un travail intéressant tant à Montréal, à Port-au-Prince, au niveau du CECI, sur le terrain au Cap-Haïtien, les formidables personnes de la Direction sanitaire du Nord qui nous a rendu la tâche très facile pour cet appui. Et surtout, mais surtout les bénéficiaires de ce projet qui se trouvent au niveau des 5 communes du département du Nord, mais un peu plus que ça parce que grâce à ce projet, on essaye d'étendre les services un peu partout. Pour vous parler du projet ACOSME de notre bébé, c'est un projet qui a vu le jour, comme a dit Madame la directrice, en 2016, qui vient en appui au ministère de la Santé, mais particulièrement à la Direction sanitaire du Nord pour répondre à un besoin qui était criant à l'époque pour la santé des mères et des enfants. Le projet est mis en œuvre en collaboration avec le CECI, notre partenaire de combat, et répond à l'amélioration de l'offre et de la qualité des services essentiels, à l'amélioration de l'utilisation des services de santé, au renforcement des capacités des intervenants en santé, à la formation, au développement des compétences des intervenants en santé, à la mobilisation communautaire, à l'égalité homme-femme, masculinité positive, etc. C'est un projet qui est en œuvre dans 5 communes, comme je viens de dire, qui couvrent 2 arrondissements et qui permettent à une population estimée de 449 675 personnes, cibles directes, et plein de personnes indirectes, qui soient des hommes, des femmes, des enfants, des adolescentes, des jeunes filles. Donc, à travers ce projet, on a eu la chance aussi d'appuyer des groupes organisés
de femmes dans les communautés qui nous permettent de joindre l'action qui se fait au niveau des institutions sanitaires et les communautés. Donc, il y a un travail intéressant qui est fait pour rapprocher les communautés desservies des institutions sanitaires et faciliter l'utilisation des services. Nous œuvrons dans les communes de Cap-Haïtien, Quartier-Morin, Limonade, Grande-Rivière du Nord et Baon. Et dans toutes les activités que nous supportons au niveau de la direction sanitaire, nous permettons à ce que d'autres communes du département bénéficient de nos services, tant au niveau de la formation, au niveau des centres de santé construits ou réhabilités, ou au niveau des intrants. Dans ce projet, on a eu la chance de construire de beaux centres de santé qui fait une belle différence dans ces communautés bénéficiaires et qui servent, pour répéter les gens des communes ou des communautés desservies, des patrimoines pour ces communautés. Donc, je sais qu'on aura la chance d'en discuter un peu plus, mais je voulais aussi vous faire part de mon honneur de pouvoir servir au niveau de ce projet en tant que femme d'ailleurs, et je salue cette journée du 25 novembre qui est une journée commémorative de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et c'est un projet qui bénéficie d'une équipe assez dévouée, assez engagée, faite de femmes et d'hommes, et des femmes et d'hommes haïtiens qui servent la communauté haïtienne. Merci, Madame l'animatrice. Merci, Rose. J'aimerais mentionner le dévouement ton dévouement et celui de toute l'équipe. Ce qu'on observe également, et on a connu des contextes extrêmement difficiles pour réaliser ce type de mandat. Et on s'est aperçu, la direction sanitaire du Nord a réussi à améliorer ses indicateurs de santé quand cela n'a pas pu être observé dans d'autres départements. Donc, il y a quand même, on peut dire que c'est un projet qui a, malgré le contexte, très bien fonctionné et atteint ses résultats. Nous pourrons parler là, des conditions qui permettent ce type de réalisation. Un volet qui nous intéresse dans le cadre de ce projet concerne la santé des adolescentes et des adolescents. Donc, j'invite Isabelle à nous parler du stage qu'elle a pu réaliser avec nous. Isabelle. Oui, parfait. Merci. Puis merci à toute l'équipe de m'avoir donné l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Puis c'est un honneur pour moi de parler en collaboration avec Dr. Pierre et Dr. Alfred. Juste pour faire une petite mise en contexte, là, premièrement, moi, mon stage, je l'ai réalisé dans le cadre du cheminement international, qui est un cheminement qu'on offre là, au premier cycle à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, où j'ai réalisé mon baccalauréat. Puis, c'est un cheminement qui offre l'opportunité à certains étudiants là, de troisième année de réaliser un stage d'intégration d'environ 10 semaines à l'étranger. Donc, durant notre dernière session, dans un contexte de santé communautaire, pour justement viser le développement de la pratique infirmière dans les pratiques de promotion de la santé et d'éducation pour la santé. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai réalisé mon stage. Moi, en tant qu'étudiante, future infirmière, j'avais déjà un intérêt à vouloir éventuellement me diriger vers une carrière en santé mondiale, d'où mon intérêt à faire un stage à l'international. Puis, dans cette perspective-là, je voulais apprendre à mieux comprendre les déterminants qui sont ancrés dans des trajectoires différenciées des populations là, selon leur contexte de vie et leur milieu de vie. Les impacts de ces déterminants-là sur l'accès à des soins et des services de santé, puis de quelle façon l'infirmière peut contribuer dans une perspective interdisciplinaire puis intersectorielle à intervenir sur certains de ces déterminants. Donc, finalement, le projet ACOSME, c'était un projet qui convergeait bien avec mes intérêts puis avec ma future profession. L'unité de santé internationale dont les projets s'inscrivent dans une approche collaborative et interdisciplinaire. Puis, au sein du projet ACOSME, il y a quand même une composante relative à l'intégration des services de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants au niveau communautaire. Moi, mon intérêt, c'était vraiment la pratique infirmière en santé communautaire. Puis, il y a quand même une grande présence infirmière au sein de l'équipe du projet ACOSME. Donc, c'était une opportunité qui me permettait de moi me développer en tant que future infirmière, puis de mieux comprendre c'est quoi les visions de l'infirmière là, en Haïti, puis c'est quoi ses rôles et responsabilités
responsabilités quand on veut contribuer à la santé maternelle et infantile. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier toute l'équipe du projet, tant à Montréal qu'en Haïti, là, qui m'ont soutenue avant que j'arrive et pendant que j'étais présente sur place. Qui ont contribué là, au succès de mon stage. Donc, comme Mme Dubois-Noël disait, moi, mon stage, c'était spécifiquement, mon projet, c'était d'élaborer une activité d'éducation pour la santé qui était destinée aux infirmières en première ligne et aux intervenants en milieu scolaire pour contribuer à la gestion de l'hygiène menstruelle auprès d'adolescentes en milieu scolaire. Donc, moi, en tant que stagiaire qui venait de Montréal, là, sur place, l'équipe du projet ACOSME m'a aidé beaucoup à mieux comprendre c'est quoi les préoccupations liées à l'hygiène menstruelle. C'est une préoccupation qui est quand même déjà bien documentée. C'est une préoccupation qui est bien connue. D'ailleurs, on sait qu'il y a la journée du 28 mai là, qui est destinée justement comme étant la journée, désignée comme la journée de l'hygiène menstruelle. Par contre, en Haïti, c'est une préoccupation qui est moins documentée, qui est peut-être moins connue. Puis, j'ai réalisé à travers là, mes activités qu'elle était bien présente. Donc, toute l'équipe du projet, Madame Miss Brigitte, qui était ma superviseure de stage là, à ce moment-là, m'ont soutenue pour être capable de mieux comprendre. Donc, moi, à travers les 5 communes, il y a des établissements de santé affiliés au projet ACOSME. Donc, j'ai eu l'occasion de me promener, d'aller poser des questions à des infirmières, à des médecins. J'ai eu l'occasion de visiter certaines écoles pour mieux comprendre la préoccupation. Puis, j'ai réalisé, là, je ne pourrais pas malheureusement parler en détail sur toutes mes observations, sauf qu'on réalise que effectivement, la préoccupation liée à l'hygiène menstruelle, elle est vraiment multifactorielle. Puis, dans les 3 plus grands facteurs, là, on a vraiment l'accès justement à des produits sanitaires absorbants. Donc, les jeunes filles vont utiliser soit des produits à la maison, ils appellent ça des toiles. Puis, elles ne sont pas nécessairement bien informées sur de quelle façon les utiliser ou les nettoyer, donc elles sont à risque d'infection. Et pour avoir accès à des produits sanitaires commerciaux, ce n'est pas toujours facile au niveau environnement physique et au niveau économique. Il y a aussi l'aspect là, de la sanitation, l'hygiène dans les écoles. Il y a plusieurs écoles plusieurs toilettes dans les écoles qui ne sont pas tout le temps sanitaires et qui ne sont pas tout le temps équipées pour permettre aux jeunes filles de changer leurs produits sanitaires de façon avec dignité et dans un environnement sanitaire. Puis, l'élément le plus important, je pense, c'est surtout l'information limitée dont les jeunes filles bénéficient. Donc, d'une part, elles n'ont pas beaucoup d'informations dans les écoles. On n'a pas beaucoup d'éducation à la santé sexuelle et reproductive qui se fait auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Et les mères, qui sont leur source principale d'information, finalement, n'ont pas nécessairement les informations adéquates. Donc, la transmission d'informations, elle est soit pas faite ou elle est erronée. Et le fait que les jeunes garçons non plus n'aient pas cette information-là, ça fait que quand les jeunes filles sont à l'école, elles ont leur menstruation. Des fois, il y a des actes de discrimination, les filles vont se sentir gênées. Et bref, il y a tous ces facteurs-là ensemble font que plusieurs filles vont soit devoir quitter l'école ou avoir des absences répétées là, pendant qu'elles sont menstruées. Donc, il y a tous ces aspects-là d'impact au droit à la scolarisation, à l'éducation, le droit à avoir la santé pour tous. Donc, moi, spécifiquement, en tant qu'étudiante, future infirmière, je ne pouvais pas vraiment agir sur les aspects économiques puis les aspects sanitaires. J'ai vraiment joué sur les aspects éducatifs. Donc, avec l'équipe du projet ACOSME, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite activité, une pour les infirmières puis une pour les intervenants. J'en ai vraiment fait 2 spécifiques parce que les connaissances ne sont pas les mêmes sur les menstruations, puis les rôles et les responsabilités auprès des jeunes filles puis des jeunes garçons ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans certains milieux, dans certaines écoles, certains centres de santé pour transmettre ces informations-là, avoir des discussions avec les professionnels. Puis, j'ai aussi élaboré des petits guides pour leur remettre après. Les guides, moi, je les ai faits en français, mais je les ai traduits en créole par la suite parce que c'était important pour moi que ça soit conservé puis que ça soit effectivement utilisé. Puis, on sait que l'information, elle est toujours mieux comprise et utilisée quand elle est dans notre langue maternelle. Donc, encore là, je remercie tous les membres de l'équipe du projet ACOSME parce que je me promenais à travers les gens pour m'aider à faire la traduction pour ne pas trop déranger une personne. C'était mieux que Google Translate, là, je vais dire.
Donc, il y a eu ça. Puis, en même temps, je veux en profiter pour parler d'une activité connexe qu'on avait fait pour la Journée internationale des filles qui était le 11 octobre. Donc, le 11 octobre 2018, on avait fait une activité au sein du projet Acosmé dans une école de Grand Pré avec une infirmière. Puis, on est allé dans une école auprès de jeunes de 9 à 12 ans. On en avait à peu près une centaine. Puis, on a fait de l'enseignement sur la santé reproductive, sur les gènes menstruels. Puis, moi, c'était à peu près dans le milieu de mon stage, puis ça m'avait donné un boost d'énergie, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on a eu tellement de participation, puis les jeunes garçons posaient plein de questions, les jeunes filles aussi, puis il y avait un intérêt, puis tout se faisait dans le respect. Puis on dirait que ça m'a vraiment fait réaliser à ce moment-là encore plus que c'est important de sensibiliser autant les filles que les garçons quand on pense à la perspective de genre, puis que les deux sont tout autant intéressés les uns et les autres, puis que si on donne l'information aussitôt dans un encadrement scolaire, là, je trouve que c'est garant justement d'arriver à changer les mœurs, changer la façon de le percevoir, puis changer les comportements des uns envers les autres. Donc, c'est en gros, en résumé, ce que j'ai eu l'occasion de réaliser dans le cadre de mon stage. En tout cas, merci et félicitations. Et ça soulève tous les défis qui sont reliés là, à les problématiques là, liées à la santé des adolescentes et des adolescents aussi. Comme tu le dis, on ne peut pas traiter d'un seul groupe. Il faut travailler autant avec les jeunes filles que les jeunes garçons. Alors, je souligne aussi que tout ce qui est stage et activité, bien sûr, émane des besoins qui sont identifiés par et avec les partenaires du projet. Donc, ça nous amène à parler de partenariat. Jean-Patrick ou Dr. Alfred, nous n'en sommes pas également à notre premier projet. Ça fait plusieurs années que nous nous connaissons. Donc, à travers toutes ces années, on a pu tirer des leçons sur les façons de collaborer. Et bon, je t'invite maintenant à nous parler un peu de ce qui est porteur dans le cadre de ce projet en matière de partenariat, mais également des défis là, qu'on peut rencontrer. Et bonsoir à tous. Merci, Karina. C'est un honneur, un très grand honneur pour moi de participer à cette causerie aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que, en fait, je suis en train de vous parler dans un contexte assez difficile et par rapport à la situation, mais quand même, je vais essayer de partager avec vous ma compréhension de ce qui a permis à ce projet de pouvoir se considérer comme un exemple dans le cadre de la coopération entre le gouvernement canadien et le gouvernement haïtien par rapport aux résultats que nous avons pu avoir à travers ce projet. Donc, ce que je peux dire, c'est que la première chose, c'est que une nouvelle, la coopération ne se décrète pas. C'est un construit. Et c'est quelque chose qui doit être construit pas à pas, mais je vais utiliser un ensemble de mots qui me viennent à l'esprit. La première, c'est la sincérité, le respect mutuel entre les partenaires. C'est extrêmement important et peut-être qu'on a pu avoir cette sincérité parce que dans l'environnement de ce projet, il n'y a que des gens qui se connaissaient et qui avaient également la même formation. Parce que si je retrouve Karina maintenant directrice de l'unité santé internationale, c'est la maîtrise de l'Université de Montréal. Frances Pierre, la maîtrise de l'Université de Montréal. Moi, du côté du ministère, maîtrise de l'Université de Montréal. Et si je prends le docteur Jasmin, directeur départemental, maîtrise de l'Université de Montréal, ça veut dire que ça a permis qu'il y ait cette compréhension commune par rapport aux différents acteurs qui évoluaient dans l'environnement de ce projet. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que il y avait de l'espace pour permettre que l'appropriation du projet soit faite par le département.
Ça veut dire le département s'est approprié du projet et les constats que j'ai fait comme directeur de l'UEP, c'est que, en fait, Akosme, c'était comme un canal où il y avait des ressources pour que le département puisse faire ses activités décidées par le département. Et ça, c'est un point important par rapport à cet alignement qu'il y avait, parce qu'on ne sentait à aucun moment qu'il y avait des plans parallèles qu'il y avait l'habitude d'avoir dans d'autres projets qui ne réussissent pas. Parce que quand l'acteur est en train de mettre en œuvre ce qu'il a planifié, c'est plus facile d'arriver à des résultats. Mais là encore, et là, c'est tous les principes de la Déclaration de Paris. Il y avait une responsabilité mutuelle. Et un mot-clé qui va faire la différence qu'il y a eu, c'est la flexibilité qu'il y avait. Parce que mettre en œuvre un tel projet et pendant le temps de la mise en œuvre de ce projet, nous sommes un pays, en fait, notre pays a fait face à beaucoup de difficultés, beaucoup de changements, et il fallait avoir cette capacité de pouvoir s'adapter, tout en maintenant l'objectif clair, ça veut dire l'objectif qui était fixé par rapport aux résultats attendus du projet, mais trouver cette capacité de se mettre ensemble à chaque fois pour pouvoir répondre aux besoins qui n'étaient pas prévus. Donc, cette flexibilité, je pense, a permis au projet d'arriver aux résultats que nous connaissons. Et c'est quelque chose à maintenir parce que nous vivons dans un univers où les ressources, nous tous, nous savons, ils sont limités. Les besoins sont illimités. Et à l'intérieur, ça veut dire la gestion de la rareté qui doit être faite. Cette gestion doit être faite par des gens compétents. Donc, il a fallu qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place pour prendre à chaque fois les meilleures décisions pour permettre d'avancer. Je me rappelle le premier comité conjoint. Et là, c'était un point, ça veut dire que c'était un vrai comité conjoint. Et pourquoi j'ai dit que c'était un vrai comité conjoint, c'est parce que en fait, l'ambassade du Canada était représentée, mais le projet de son côté, le ministère qui était représenté, je me rappelle par moi, le directeur général et le docteur Grandpierre, et le département. Mais j'ai dit que c'était un vrai comité conjoint parce qu'il y avait des discussions où chacun voulait attirer, en fait, pour défendre ce qu'il voulait, et le maître du jeu était le département. Et je me rappelle cette discussion sur les infrastructures. Et là, j'appuyais le département qui ne lâchait pas parce qu'il voulait avoir ces infrastructures, parce que c'est ce qui allait lui permettre de répondre aux besoins des gens de ces communautés difficiles, oubliées. Et là, il y avait comme c'était des vraies discussions, et dans les discussions, des arguments étaient donnés par le projet à un moment pour montrer, oui, mais on devrait pouvoir enlever certains parce que l'argent, justement, la rareté des ressources n'était pas suffisant pour nous permettre d'arriver. Et là, comme on avait compris que c'était un des besoins qui étaient discutés avec la population, c'était l'engagement que le directeur départemental avait pris, et nous, représentants du ministère au niveau central, eh bien, on s'était engagé pour apporter cette contribution parce que c'était quelque chose qui faisait du sens, qui se faisait et qui allait avoir des retombées pour la population. Et cet engagement qui, une fois pris, eh bien, maintenant, la discussion était close pour pouvoir permettre de démarrer avec les constructions que maintenant, tout le monde, je pense que si ceci n'a pas été fait à ce moment-là, on aurait pu regretter, mais maintenant, nous sommes tous contents du résultat lorsqu'on a pu inaugurer ces bâtiments. Et ce n'était pas l'inauguration faite par le ministère, moi, qui m'a marqué, mais c'était la réaction de ces populations, de ces gens-là,
comment on a fait vraiment une différence dans la vie des gens. Ça veut dire, et c'est pourquoi que les projets sont mis en œuvre, c'est pour faire une différence dans la vie des gens. Et les autres engagements aussi pris par le ministère, en fait, le fait que c'était quelque chose qui rentre dans le canevas de ce que le ministère voulait faire pour répondre aux besoins de la population manifestés à travers la direction départementale, vous allez voir que le ministère a pu apporter les ressources humaines nécessaires, contribuer pour le matériel et tout pour nous permettre d'avoir maintenant des centres qui fonctionnent et qui répondent à des besoins qui ont été identifiés. Donc, je pense qu'à travers ce que je viens de dire là, on peut voir, en fait, comme je l'ai dit, ça veut dire c'est les principes que tout le monde connaît de la Déclaration de Paris, mais à ces principes de la Déclaration de Paris, j'ajoute un élément, c'est la compétence, la compréhension, l'empathie qu'il peut y avoir entre les différents intervenants, la capacité de, des fois, prendre le recul pour comprendre que, et bien savoir, ça veut dire à aucun moment, il ne faut laisser l'objectif à atteindre, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire. Et il faut pouvoir, le mot adaptation, parce que quand on travaille avec l'État, c'est un mot extrêmement important parce que les politiques changent, les besoins de la population changent, les ressources restent les mêmes et il faut trouver des solutions pour jamber des ponts. Ça veut dire parce que si on ne traverse pas le pont, eh bien, on ne pourra pas avoir le résultat qui nous attend. Donc, c'est comme ça que je le décrirais. Et tu m'as dit, est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? Et d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, il y avait le projet POC qui était exécuté déjà par l'Université de Montréal, dont je suis un pur produit. Frances en est un aussi. Et je veux prendre aussi, il y avait le projet PADES, qui est l'un des projets aussi qui avait marqué le ministère. Et là, tous ces projets ont la caractéristique qu'ils ont en commun, c'est ce sont des projets qui ont répondu aux besoins réels définis par le ministère de la Santé et tous, ils avaient une certaine flexibilité pour permettre de faire des adaptations et des changements au moment venu, tout en gardant l'objectif final. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à la question et je suis disponible pour pouvoir répondre aux questions des participants. Un grand merci, Jean-Patrick, pour ces propos partagés avec nous et je reconnais, bien qu'on le sache, pour les partenariats efficaces et efficients, il nous faut du temps, il faut des ressources. Quand tu parles de la formation de plusieurs gestionnaires, ce sont des projets qui ont demandé énormément d'investissements financiers du Canada. Cette formation nous a permis également de créer un bassin de valeurs que nous avons pu partager et ça fait possiblement partie là, des clés du succès avec le renforcement des compétences. Bien sûr, flexibilité. Et là, je vais emboîter le pas à ce sujet. Nous avons eu la chance, là, cette dernière année, de bénéficier d'une prolongation accordée par le Canada pour répondre à des besoins là, de l'heure concernant la lutte contre la COVID, la malnutrition, puis le sujet qui nous intéresse également, la violence basée sur le genre. Donc, j'aimerais vous entendre également des besoins qui se sont manifestés la dernière année par rapport à ces sujets et la violence basée sur le genre, puis également des exemples peut-être, Rose, d'appui concrets qui ont pu être mis en place dans le cadre du projet. Merci, Karina. Et nous aussi, au niveau du terrain, et là, je transporte la satisfaction de la direction sanitaire du Nord à l'AMC pour cette prolongation parce que justement, les besoins sont là et vous connaissez c'est quoi les défis de l'heure, les défis du moment pour Haïti, tant au niveau de la COVID-19, cette pandémie qui fait
des affaires néfastes sur des systèmes de santé qui sont beaucoup plus vigoureux que Haïti, et aussi Haïti qui subit de plein fouet des soucis socio-sanitaires, des soucis sociopolitiques, le décès de notre président et tout le reste. Donc, je peux dire que cette prolongation est arrivée au bon moment pour permettre à la DSN de continuer à marquer des points, de continuer à trouver des résultats là où les besoins sont criants. Donc, au niveau du terrain et grâce à ces fonds, on a pu soutenir presque toutes les institutions sanitaires que nous soutenons avant, mais on a dû faire une priorisation sur des domaines clés qui sont la COVID-19, la nutrition et la violence basée sur le genre. Donc, on est avec la communauté à travers les groupes organisés, mais on travaille de commun accord aussi avec un ministère qui est très important au niveau du pays, qui est le ministère à la condition féminine, pour répondre à des défis de violence basée sur le genre, pour répondre à des défis de violence basée sur des jeunes filles. Et on a pu obtenir déjà quelques résultats seulement avec l'implication du ministère à la condition féminine à travers la direction départementale, mais aussi d'organisations très importantes qui se sont fait un nom dans le département sanitaire, et avec la police, la justice, le ministère à la condition féminine, la société civile, l'OPC, qui est l'Office de protection des mineurs, on a formé un comité multisectoriel basé sur, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Pas plus tard que hier, on a eu une belle activité dans une zone qui s'appelle Bois de Lance pour parler des actions de lutte contre la violence basée sur le genre. J'ai admiré les propos du docteur Jean-Patrick Alfred tantôt, mais je dois avouer aussi qu'on a eu toute la collaboration du ministère, et dans ce projet, le ministère de la Santé publique, qui avait fait des promesses, ont eu à répondre à ces promesses-là, et on est très honorés de cela. Aujourd'hui, on a des centres de santé qui répondent sur le plan premier pour des services de base pour des mères, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des enfants de 0 à 5 ans, et même des hommes, parce que qui dit appuyer des femmes dit appuyer toute une population. Et vous savez combien la population d'Haïti est jeune. Donc, ces centres répondent vraiment à leur mission et viennent rencontrer un besoin. Mais sans l'appui du ministère en énergie, le ministère de la Santé a rendu disponible l'énergie, tant au niveau de la génératrice, des batteries inverteurs, des panneaux solaires et tous les kits d'installation pour ces matériaux-là au niveau des centres de santé, justement parce que les fonds qu'on avait pour les constructions n'allaient pas nous permettre d'arriver juste là. Et comme le docteur Jean-Patrick a dit, le ministère de la Santé, à travers la direction départementale, a bien voulu avoir ces centres de santé construits et n'avait pas négocié la construction des centres de santé. Et à l'inauguration, on a vu pourquoi. Donc, je remercie au nom du projet, au nom de l'équipe terrain, au nom du consortium, le ministère de la Santé pour cette promesse tenue. Et au niveau de l'inauguration des centres, et la ministre de la Santé d'alors, Madame Greta Roy, que je salue sur ce tract, et la première dame de la République et les grands dignitaires de l'État ont fait le déplacement pour venir remettre ces beaux centres de santé à la population, ce qui quand même fait la fierté d'un projet et qui va rester perdurer au-delà du temps
même quand le projet ACOSME ne sera plus sur le terrain. Merci, Rose. Donc, on retient des approches multisectorielles pour être en mesure d'intervenir sur plusieurs déterminants de la santé. Isabelle, tu as donné un exemple aussi au niveau de l'éducation et Rose, tu viens d'en donner d'autres là. Donc, travailler avec d'autres ministères, travailler avec les élus et des représentants de la société. Je pense que maintenant, nous arrivons à la période de questions que je vois très nombreuses et je vais laisser Lindsay Dora en prendre quelques-unes et puis nous y répondrons avec plaisir. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos échanges et pour vos réflexions. Je pense que c'est très apprécié. Et oui, effectivement, nous avons beaucoup de questions du public. J'aimerais par ailleurs inviter le public à continuer à indiquer ces questions dans le module Q et R, questions-réponses, qui est situé au bas de leur écran de cette manière-là. Donc, je peux les voir s'afficher au fur et à mesure. La première question que j'ai ici, c'est une question de Christine Félix, qui d'abord vous dit bonjour, qui dit que c'est un honneur pour elle de prendre part à cette conférence. Elle a une question pour le docteur Alfred. Parlant d'ACOSME, peut-être que vous en aviez parlé un petit peu, mais peut-être qu'elle veut approfondir un peu. Elle dit, vous avez dit que c'est un projet modèle. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques aspects clés qui différencient ce projet des autres qui existent? Merci pour la question, Lindsay. Et en fait, je pense que je l'ai dit dans ma première prise de parole et que j'ai pris comme cadre la déclaration de Paris que nous tous nous connaissons à travers ces principes comme l'appropriation, l'alignement, la responsabilité mutuelle. Parce que ce que j'ai dit, en fait, pour traduire ça, moi-même qui ai suivi de loin, j'ai perçu ACOSME c'est comme une caisse à la disposition de la direction départementale. Ça veut dire c'est la direction départementale conçoit ce qu'il veut faire en fonction des besoins de la population et les ressources étaient gérées par ACOSME pour financer justement ces activités. Ce qui a permis à la direction départementale, et là, le fait qu'il n'y a pas eu de duplication, parce que souvent dans d'autres projets, ce qu'il y a, tu vas voir que le projet a son plan et la direction départementale a le plan qu'il met en œuvre normalement pour le ministère. Eh bien, à ce moment-là, on risque d'avoir des conflits d'agenda, des conflits de priorité d'activités à faire. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu trouver et qui a permis que les gens au niveau de la direction départementale, ils se sont sentis à l'aise puisqu'ils faisaient leur activité. Donc, ça veut dire quand ACOSME fait son bilan, déjà, par exemple, si vous suivez, il y a un support qui était donné au renforcement du SISNU dans le département pour permettre que les données puissent être disponibles en fait sur le SISNU, parce que ce n'est pas de faire un système parallèle pour avoir les données et les résultats du projet, mais c'est renforcer le département pour que le département puisse être mieux visible. Et à ce moment-là, nous, au niveau central, on sentait cette préoccupation de part et d'autre, de ceux qui gèrent le projet et au niveau de la direction départementale, parce que tout le monde allait constater les résultats sur les données postées sur le système. Donc, un effort a été fait au niveau des institutions pour permettre ceci. J'ai dit aussi que j'ai senti, et ça c'est un aspect important, la sincérité qu'il y avait. Ça veut dire que les besoins du département sont illimités et les ressources du projet très limitées. Mais quand
ces discussions sont faites de façon franche, à ce moment-là, cette sincérité a permis maintenant de réorienter et de prioriser mieux pour que la meilleure activité puisse être faite avec les ressources qui existaient. Donc là, comment pourrais-je dire, c'est une différence par rapport à certains autres projets où on voit, mais il y a telle activité qui était prévue avec un agenda prévu d'avance. Or, le problème, c'est que quand on travaille avec l'État, en fait, l'administration publique qui doit répondre aux besoins de la population et qui est changeante, on ne peut pas avoir des plans prédéterminés pour 5-6 ans et on dit non, mais cette activité, on doit le faire, même si ce n'est plus un besoin. Parce que des fois, les projets sont dans ces carcans-là où il faut faire des activités parce que c'est dans le plan, mais cette activité répond à quoi comme besoin? Parce que peut-être 2 ans de cela, lorsque je planifiais, je voyais ça comme un besoin. Mais entre-temps, il y a un autre partenaire qui a aidé à résoudre ça, ou du moins, le ministère a aidé à résoudre ça. Donc, il faut être agile dans la mise en œuvre et pouvoir s'adapter parce que, de toute façon, les besoins sont là. Maintenant, c'est comment agir sur les vrais besoins pour arriver à atteindre la population et c'est ce que j'ai constaté comme différence dans la mise en œuvre de ce projet et j'ai dit l'un des mots, c'était la flexibilité que j'ai constatée et je peux même donner un exemple. L'hôpital Justinien, par exemple, en fait, si on regarde, n'était pas dans le cadre de ce projet comme une institution qui pouvait être appuyée. Mais le constat, c'est quoi? On veut aider les femmes enceintes. Mais les femmes enceintes, quand ils vont dans un centre de santé, mais la césarienne, au final, aboutit à l'hôpital Justinien. Donc, si l'objectif, et c'était l'un des objectifs du projet, c'est les femmes enceintes qui devraient être, donc le continuum de services, eh bien, s'arrêtait à l'hôpital Justinien. Donc, s'il y a un problème à l'hôpital Justinien et le projet ne peut pas apporter une contribution pour aider à résoudre ce problème-là, eh bien, à ce moment-là, les femmes restent à ce niveau, l'hôpital Justinien ne fonctionne pas et eh bien, on ne peut pas dire qu'on atteint des résultats. Ça veut dire si tout le monde ne peut pas comprendre pour arriver à cette flexibilité, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à résoudre ce problème, parce que l'objectif étant la femme enceinte qui doit pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Je prends ça comme exemple pour montrer cette agilité qui m'a marqué et cette flexibilité que je pense qui est une voie sur laquelle on doit continuer par rapport à la coopération où on doit être beaucoup plus être prêt à s'adapter aux besoins parce que je ne connais pas les besoins dans 2 ans. Je peux avoir un plan aujourd'hui pour 2 ans, mais je ne connais pas forcément les vrais besoins qui vont s'éclater par rapport aux problèmes qu'il y aura que je ne peux pas voir maintenant. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Rose, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter un point et ça, je pense que j'ai discuté avec Jean-Patrick à plusieurs reprises. On a vu les choses de la même manière. Je pense que le modèle de partenariat aligné qu'on a eu à mettre en œuvre au cours de ce projet a donné ses fruits. C'est vraiment un modèle qui est aligné en toute confiance, il n'y a pas de coup dans le dos et qui est à l'écoute. Le projet ACOSME est vraiment à l'écoute. Et comme Jean-Patrick a eu à le dire, on a aligné tous les indicateurs du projet comme indicateurs de performance du projet aux indicateurs du ministère parce que c'est un projet appui et on est resté au respect de notre mandat qui est un mandat d'accompagnement. On ne vient pas faire pour le ministère, on ne vient pas faire à la place du ministère, on laisse le ministère faire, on est là en backup. Je pense que ça a fonctionné et je voulais aussi envoyer une fière chandelle à ma directrice qui est sur le panel comme animatrice. Je pense qu'un bon coup aussi de l'unité de santé internationale qui déjà a eu ça comme modèle, comme marque dans les projets en partenariat, c'est le respect du ministère, c'est le respect de l'autorité, mais aussi le choix des cadres pour gérer ce projet à travers leur engagement,
leur compréhension du contexte d'Haïti, parce que nous, je peux le dire, on arrive à fonctionner même quand on tirait de partout. C'est pas parce qu'on met nos vies en danger, mais on comprend le contexte tellement. On s'est dit que, si le ministère est debout, nous sommes debout aussi. On ne va pas fermer les portes parce que ça tire, parce que ça brûle les pneus, parce qu'il y a la COVID-19, tout le monde se rapatrie dans les pays étrangers. Non, on reste là parce qu'on vient en appui. Et ça a vraiment fonctionné à travers le choix des cadres, des gestionnaires pour gérer le projet aussi. Merci beaucoup. On sent tout votre engagement, toute votre passion dans cette réponse-là. Merci beaucoup de vraiment nous éclairer là-dessus. Et effectivement, c'est un projet dont il faut s'inspirer. Et comme vous dites, cette mission d'appui, on le voit vraiment et ça continue. Merci beaucoup pour vos échanges. J'ai aussi une question pour Isabelle Fernandez. En fait, c'est un commentaire aussi d'une des participantes qui est Yolande Charles, qui dit « Nous sommes en train de participer à l'éducation des jeunes de, je vais voir si je le dis bien, Génie-Paillé, situé à Milo et dans la Cité du Savoir. » Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Donc, à travers votre présentation, j'ai pu constater que l'éducation sexuelle des jeunes Haïtiens et Haïtiennes est déficiente. Donc, dans la Cité du Savoir, nous avons un CPE de 3 ans à 5 ans, donc 100 enfants cette année, et une école primaire. Nous serions intéressés d'avoir de la documentation sur l'enseignement de la sexualité dans les écoles. Elle est gynécologue obstétricienne retraitée de Montréal. Donc, je pense que ça vient regrouper un petit peu une question que j'ai vue par rapport à la reddition de comptes et qu'est-ce qui est produit pendant ce projet-là. Est-ce que vous avez cette visée-là premièrement, de reddition de comptes, mais aussi de produire des outils qui sont pérennes? Je vais vous laisser, Isabelle, répondre à cette première question. Oui, bien, c'est sûr, moi, je vais répondre dans ma très ciblée sur mon projet de tâche. Je laisserai après plus large au projet. Mais merci pour le commentaire. Oui, c'est vrai. Puis une autre chose aussi que je n'ai pas mentionnée tantôt, étant donné qu'on est un peu limité dans le temps, mais j'avais eu l'occasion, quand je disais que je voulais mieux comprendre toute la préoccupation liée à l'hygiène menstruelle, je ne l'ai pas juste fait comme ça par moi-même. J'ai pris toutes les opportunités que je pouvais pour aller sur le terrain et j'ai parlé avec des infirmières, j'ai parlé avec des enseignants, des enseignantes, j'ai fait quelques entretiens en collaboration avec Bilkis Bustanji, que je salue et remercie d'ailleurs, qui était ma superviseure à la Faculté des sciences infirmières sur Montréal, pour justement être capable de poser les bonnes questions pour vraiment mieux comprendre puis déterminer de quelle façon je pouvais aider un peu dans ma contribution, moi, de stagiaire. Puis, j'avais remarqué vraiment en discutant avec les enseignants et les enseignantes qu'eux-mêmes n'avaient pas nécessairement toute l'information qu'il leur fallait pour pouvoir transmettre l'information sur la santé sexuelle et reproductive ou l'hygiène menstruelle, puis qu'ils n'avaient pas nécessairement le niveau de confort qu'il leur fallait pour pouvoir le transmettre autant à des jeunes filles qu'à des jeunes garçons. Puis moi, en tant qu'étudiante infirmière, quand je construisais mes guides puis je faisais mes activités, il fallait que je pense à l'aspect pédagogique aussi, de me dire comment je peux permettre à des personnes après de transmettre efficacement une information, surtout quand c'est un sujet qui est déjà un peu tabou puis que c'est je veux dire, c'est pas déjà à la base quelque chose qui est facile à transmettre à des jeunes. Donc, ça, je pourrais peut-être les partager avec vous, Mme Germain. J'avais identifié des documents qui avaient été élaborés par l'UNICEF, entre autres. Puis, c'était des documents vraiment à titre pédagogique sur de quelle façon on peut transmettre de l'information sur la santé sexuelle et reproductive ou sur l'hygiène menstruelle. Il y avait aussi des documents, encore UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, qui c'était vraiment comment on fait pour sensibiliser les jeunes et les jeunes filles et les jeunes garçons sur l'hygiène menstruelle, quels sont les éléments les plus importants à transmettre. Donc, je pourrais vous transmettre après ces documents-là pour les partager après, pour voir qu'est-ce qui convient le mieux. Puis, dans l'autre perspective de la pérennisation des activités, c'est sûr que, bon, c'est dans le cadre d'un projet, sauf que tout le contenu a été élaboré avec l'équipe ACOSME et avec les gens sur place. Donc, si je faisais des activités ou des guides de ligne directrice pour les infirmières, bien, ces guides-là ont été faits en collaboration avec les infirmières sur place, de savoir c'est quoi que vous avez besoin comme information, de quelle façon je peux vous le transmettre. Donc, tout a été fait vraiment en collaboration étroite.
C'est ça, je pense, qui est la richesse de faire un stage à l'étranger, c'est qu'on est capable d'arrimer nos expertises puis nos connaissances. De moi, je connais certaines choses de ma pratique à Montréal. Ces personnes-là connaissent certaines choses aussi. Elles connaissent beaucoup mieux le contexte que moi, je le connais. Donc, tout a été fait en étroite collaboration pour permettre de transmettre quelque chose qui va être effectivement utilisé puis qui va résonner aussi pour les personnes puis pour les jeunes filles et les jeunes garçons après quand l'information est transmise. Merci beaucoup. Allez-y, Rose, je pense que vous allez nous parler de reddition de compte. Merci. Excuse. Je voulais ajouter pour Isabelle, parce que la personne qui a fait cette question-là est d'Eugénie Paillet. Et je profite pour saluer le travail de notre professeur Samuel Pierre, qui est un Haïtien très engagé. Je connais cette localité, probablement Isabelle l'a été. C'est une belle petite localité très fraîche. Mais là, on a main tendue. Je sais que les fonds ne seront jamais suffisants pour résoudre ces problèmes-là. C'est un problème qui tient à cœur à la DSF, à la Direction Santé-Famille, mais il manque beaucoup de fonds. Même si les gens de ISTEA, je connais l'école, et pouvaient joindre à nous pour faire quelque chose pour les jeunes filles, les petites filles, parce que, comme Isabelle a eu à le dire, le gros problème, en plus des connaissances sur l'hygiène menstruelle, c'est aussi d'avoir la capacité d'acheter des tampons. Et je pense que c'est en Haïti que Isabelle a découvert que les jeunes filles, elles ne sont pas toutes à disposer des tampons comme de Mac Always ou je ne sais pas moi, comme ce qu'on vend dans les pharmacies, qu'on achète, qu'on met, qu'on jette. C'est la réalité de la plupart de nos jeunes filles et la majorité, c'est d'utiliser des tampons lavables. Et là, il y a des organisations qui ont besoin d'aide pour confectionner des tampons avec une durabilité un peu plus longue pour permettre aux jeunes filles de les utiliser en toute propreté pour pas que ça occasionne des infections pour elles. Donc, je pense que nous, on a une main tendue et le ministère aussi. Le ministère attend la venue d'autres partenaires pour agir à ce problème. On a une population jeune, les adolescentes et les jeunes filles. C'est maintenant qu'il faut les appuyer parce que ce seront les adultes demain, ce seront des chefs de projet, des responsables des institutions. Ouais. Autant c'est mieux maintenant. Et là, je pense que oui, à part de partager les documents, s'ils veulent faire des discussions plus poussées avec le projet ACOSME, on est très ouvert à le faire. Merci beaucoup. Donc, vous avez eu votre réponse, Yolande Charles, une invitation de Rose. Et je vais vous relancer peut-être un peu plus justement sur la reddition de compte. C'est une question de Rebecca Lange qui disait est-ce qu'il envisage un mécanisme de reddition de compte et dans ce cas, comment est-ce qu'il est géré? C'est un très grand projet. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'indicateurs et des petits modules là, que vous mettez en place. Comment est-ce que c'est géré cette reddition de compte pour ACOSME, Rose? Ou bien, Karina, allez-y. Je commence, Rose, tu ne te gênes pas à compléter. C'est sûr qu'au niveau de notre entente avec Affaires mondiales Canada, on a une série de rapports à produire avec des outils de gestion de projet qu'on appelle les cadres de mesure de rendement. J'aimerais mentionner que ces outils, on a investi beaucoup en début de projet afin que tous les partenaires puissent l'utiliser, hein, parce qu'on ne veut pas que ce soit des outils désincarnés. Donc, ensemble, avec les différents comités, nous suivons ces indicateurs et nous devons rapporter, oui, aux bailleurs de fonds, mais entre nous, je dirais principalement, afin de pouvoir suivre, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, quelles sont les forces et qu'on puisse, à des moments bien précis du projet, se poser les bonnes questions et réorienter nos activités. Hein. Donc, et à comparer d'autres projets, je pense qu'avec celui-ci, on a réussi à créer cette synergie. Et rappelez-vous, et Rose, je te vois sourire, là, les maux de tête que ça nous a causés dans les premières années du projet, parce que c'est de l'investissement. L'autre chose, les livrables et ces rapports et tout ce qui est produit en appui par le projet sont remis ou appartiennent aux partenaires. C'est à la direction nationale. C'est les partenaires qui
qui les constituent, qui en sont les détenteurs. C'est sûr que nous, on essaie toujours de partager, d'ouvrir le plus possible avec nos différentes communautés. Dans le cadre de nos actions à l'USI, c'est beaucoup à travers la communauté universitaire. Et d'organiser des plateformes qui nous permettent de transférer ces connaissances et ces outils. Et puis, on a toujours un partenaire là, qui est le CECI, dans le cadre de ce projet, qui a également tout un volet de partage de ces informations auprès là, de la population, tant québécoise que canadienne. Donc, chacun a son rôle à jouer dans le cadre de ce projet. Et je suis persuadée que Rose, tu as des éléments en complémentarité à ce que j'ai dit. Je voudrais ajouter un élément et je félicite cette personne qui a posé cette question intelligente parce que c'est l'une des choses qu'on oublie souvent, la réédition des comptes, surtout dans des projets qui ont une durée de vie courte, qui viennent pour résoudre un problème et partir. Non seulement il y a des projets qui ne pensent plus à partir, c'est comme des petits ministères de la santé, mais aussi comment c'est atterri sur les populations cibles. Et dans le cadre de ce projet, je pense que l'une des plus belles réalisations, c'est d'impliquer les communautés. Parce que si le projet n'atterrit pas, on le sait tout de suite. Et la bouche à oreille, on sait dans notre pays, par rapport à notre culture, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, quand c'est les cibles qui parlent, quand c'est les comités de femmes utilisatrices des services de santé, les ASCP, les agents de santé communautaire polyvalents du ministère, les mères allaitantes, les enfants, les mères des enfants malnutris qui viennent pour non seulement bénéficier de la dégustation ou de la manière de faire à manger avec les produits locaux qui sont à leur disponibilité pour leurs enfants, c'est parlant. Et non seulement Karina a parlé des rapports, mais je pense qu'un point intéressant aussi, c'était les comités de pilotage. Parce qu'on a respecté tant les comités techniques entre le projet, entre le consortium, pour déceler qu'est-ce qui ne fonctionne pas et apporter des corrections nécessaires en temps réel. Mais on a le ministère qui est dedans et l'ambassade du Canada aussi qui est dedans. Donc, on était comme un sandwich entre le bailleur, le ministère et les bénéficiaires. Donc, on n'avait vraiment pas droit à l'erreur. Et en plus, nous sommes tenus de laisser quelque chose qui vaut la peine par rapport à notre contribution en tant que citoyen d'un pays qui est dans toutes ces difficultés. Moi, je peux parler pour moi. Si je suis là aujourd'hui avec mon fils, je pense que mon travail a quelque chose à voir avec ça. Et peu importe qu'est-ce qu'on dit de mon pays, je suis toujours fière à servir. Et je pense que ça va changer, ça ne va pas rester comme ça. Et ça, j'attends à le voir. Et je pense que Jean-Patrick, même Lucie, tout le monde y croit très, très, très fort que ça ne va pas rester là. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand je vais revenir dans cette communauté-là, et je pense que c'est les mêmes mots de mon équipe, que ce soit du docteur Félix Christny, de mon administrateur, des responsables, Miss Rostama, on veut tout voir derrière nous qu'est-ce qui reste de qu'est-ce qu'on avait fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans dans notre système de santé. Tout à fait. Puis, ce que vous dites, donc, ça parle aussi de comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité des projets comme ça. C'est donc d'avoir cette implantation-là et vraiment cette adoption auprès de la communauté à qui elle sert, en fait. Et j'aimerais savoir, ça, c'est une question de M. Bernato. Qui demande justement par rapport à cette pérennité-là, si le ministère met en place des mécanismes ou des outils pour s'en assurer. Donc, c'est pour le docteur Alfred, ça, j'imagine plus. Bon, ce que je peux dire par rapport à la pérennité, parce que c'est un terme qui vient et qui est en train de s'installer par rapport à la coopération. Ce que je peux dire, la planification d'un projet, lorsqu'on le fait en fonction des besoins réels, le projet ça va rester pérenne parce que c'est quelque chose que les gens ont besoin et quand on a besoin de quelque chose, on fait tout pour le protéger, pour le maintenir. Donc, et là, ce que j'ai dit, tout reste dans
la façon de faire, le processus qui est mis en place. Par exemple, je vais dire une expérience par rapport à ce projet encore. Je me rappelle, il y a une personne qui m'a posé cette question pour me dire, mais aidez-moi à comprendre parce qu'il y avait une évaluation des besoins qui a été faite en ressources humaines et on constate que le ministère, qu'on dit qu'il ne respecte pas en général ses engagements, mais a donné plus qu'on avait demandé. Et ma réponse à cette personne, c'était pour dire que vous êtes un projet qui avait appuyé le ministère à réaliser quelque chose que le ministère avait besoin et le ministère a défini le contour de ses besoins par rapport à la population qu'elle dessert. Ça veut dire vous avez identifié pour ouvrir le centre quelques postes qui permettaient d'ouvrir, mais le ministère voulait un centre qui fonctionne pour la population avec tout ce qui était nécessaire. Et là, le ministère, justement, a pris son engagement pour apporter ce qui était nécessaire parce que c'était un besoin réclamé par la population. Et tout le monde qui était là, vous avez entendu le travail qui était fait avec les communautés, mais c'est la population qui s'en charge de garder ces centres. Et les gens, ils ont dit que c'est leur patrimoine. C'est des choses qu'ils veulent garder. Parce que quand tu vas à Baon et que tu entends les gens te raconter leurs péripéties pour faire un accouchement, et ils disent maintenant qu'ils ont la possibilité, qu'ils ont le personnel qui est là avec eux, eh bien, ils vont tout faire pour garder ce personnel. C'est eux qui vont surveiller est-ce que ce personnel vient travailler parce qu'ils voient eux-mêmes. Donc, l'impact direct sur eux, c'est ce qui va permettre d'avoir cette pérennité parce que maintenant, c'est la population qui va demander que ça soit gardé. Merci beaucoup. Le temps passe tellement vite, mais je voulais vous poser quand même une question parce qu'on l'a mentionné que c'était la journée donc internationale pour la violence basée sur le genre pour les femmes. Donc, je voulais juste savoir, c'est une question de Claire-Joanne Chrysostome qui, premièrement, vous félicite pour votre implication et qui dit, concernant la violence basée sur le genre, quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre la stigmatisation des survivantes? Est-ce que vous avez des éléments à lui partager pour ça? Rose? Je salue Claire-Joanne, c'est une collègue. Je sais qu'elle est à Montréal. Je pense aussi qu'on partage la même vision du système. Et dans le cadre de ce projet, on commence par l'éducation des jeunes filles. Parce que comme c'est perçu à Montréal, par exemple, dans une civilisation où est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits par rapport au respect des droits de femmes, des droits des opportunités des femmes, c'est pas pareil en Haïti. Et des fois, malheureusement, la violence est perçue différemment. Je ne veux même pas parler des violences qui sont subies, que les parents font sur leurs petites filles, soit pour leur corriger, soit pour leur aligner. Je ne veux pas parler des violences verbales qui sont plus ou moins tolérées. Et je ne vais pas parler de, par exemple, dans le voisinage, un homme qui bat sa femme où les gens disent, bon, moi, c'est des affaires de couple, je ne veux pas en mêler. Donc, c'est juste pour dire que c'est différemment vu. Mais dans le cadre de ce projet, non seulement on essaie d'allier les efforts du ministère de la Santé publique et le ministère à la condition féminine, qui est un ministère dédié pour lutter contre toute forme de violence, que ce soit la violence verbale, la violence physique, la violence psychologique. L'une des plus grandes violences qu'on a en Haïti pour les femmes maintenant, c'est la violence économique. On parle même de la violence obstétricale que la docteure Claire-Joanne, elle sait dans nos institutions, dans nos services de santé, où les OBGN tapent les femmes quand elles ne veulent pas pousser au niveau du travail, qui c'est une autre forme de violence. La violence psychologique, toute forme que vous connaissez. Donc, on commence avec l'éducation et ça se passe bien à travers des comités de femmes utilisatrices. C'est des comités organisés de femmes dans les communautés
qui font de la mobilisation avec des jeunes leaders de femmes et d'hommes aussi, parce que je ne veux pas pointer du doigt, mais on peut dire que le plus souvent, ce n'est pas des femmes qui commencent le cycle de violence, c'est les hommes. Des fois, les femmes qui sont plus capables, comme moi, réagissent. Mais en même temps, on doit attaquer ce problème en amont et en aval et tout le milieu, dans toutes les séquences. Donc, on fait des émissions de radio, on fait des séances éducatives, on en parle dans les séances IEC à travers les institutions sanitaires. Les responsables de programme du ministère de la Santé en parlent avec les responsables des institutions de santé dans les institutions pour les responsabiliser à faire passer le message comme c'est tolérance zéro. On supporte aussi des centres de prise en charge de violence qui sont annexés au programme du VIH. Ce sont des centres de prise en charge pour la violence faite aux femmes. À l'hôpital Justinien, il y en a. Dans plusieurs centres que nous supportons, il y en a pour s'assurer que les normes sont disponibles, les normes du ministère, le plan stratégique entre le ministère et le ministère de la Santé et le ministère de la Condition féminine sont là. On adjoint aussi le comité multisectoriel qu'on parlait tout à l'heure, la justice, la police, la société civile. Donc, on essaie de garder vraiment un œil ouvert sur cette problématique, sur ce fléau, si vous me passez le terme, pour voir comment à chaque séquence du cycle, on peut faire des actions. Et hier encore, on a eu une équipe multisectorielle faite de professeurs, de police, de juristes, de responsables de programmes de santé au niveau de Bois-de-Lens à faire une belle activité avec des jeunes où il y a des témoignages, des gens qui subissent la violence, qui ne savaient même pas que c'était une forme de violence, en fait. Donc, la question de Claire Joran est super intelligente. On pouvait passer beaucoup de temps pour en parler, mais juste pour résumer un peu, on essaie d'agir et en amont et en aval et tout le long de la chaîne pour voir comment est-ce qu'on peut casser cette dynamique. Vraiment, merci beaucoup. Merci de vos échanges, de votre partage de réflexion. On est déjà rendu à la fin de la période de questions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à tout, mais je veux quand même remercier toutes les personnes qui ont pris le temps là, de poser une question. On voit que c'est quand même un sujet très, très, très important et qui soulève des passions, mais malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à tous. Pour terminer, en fait, je vais peut-être utiliser les mots de Florence Duperval-Guillaume, qui a écrit un petit mot ici, qui dit que c'est pas une question, mais plutôt un commentaire, puis je voulais terminer là-dessus. Elle dit « L'approche que je viens d'entendre et les points avancés par Dr. Alfred, par Dr. Pierre, par Mme Fernandez, par Mme Dubois-Nuyen, c'est que c'est le meilleur gage de l'engagement, de l'appropriation et surtout de la pérennité, car rentrant immédiatement dans un domaine d'ordre étatique et non seulement privé. Donc, il faut s'en inspirer pour une mise à l'échelle. Donc, vraiment d'appliquer cette approche-là qui est d'être à l'écoute des besoins dans la pratique et d'opérationnaliser ça et de le monter plus haut. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut voir avec Acosme. Je lui souhaite tout le succès qu'il a déjà, ce projet-là. Bravo. Merci beaucoup de votre implication. Je vous laisse finir. Merci. Merci, Lindsay Dora, et merci à toutes et tous pour vos nombreuses questions. Nous allons les noter et nous verrons comment nous pourrons y répondre parce qu'on pourrait continuer encore plusieurs heures, comme le disait Rose. Je reconnais le privilège que j'ai et je tiens à vous remercier, chers panélistes, d'avoir pris le temps de participer à cette discussion et on voit comment vous êtes passionnés dans vos secteurs respectifs de ce que vous faites. Je prends quelques secondes aussi pour remercier, encourager, exprimer toute ma solidarité là, à l'équipe du projet qui se trouve en Haïti actuellement ainsi qu'à toute l'équipe de la DSN avec qui nous travaillons là, de très près. Et je ne veux pas oublier également l'équipe de projet qui se trouve à Montréal parce que également ils y mettent beaucoup de leur énergie.
chers amis. Ça m'a fait bien plaisir de vous revoir. Et puis, à tous les participants et participantes, alors je vous dis merci et à bientôt.